C'est la partie 2 des mangas de samouraï qui va se consacrer principalement au seinen. Et on verra si on fera le pont pour une partie 3 concernant le Gekika avec Lone Wolf and Cub et les autres œuvres d'Hirata, voire avec celle de Shotaro Ishinomori. Mais pour être honnête, je n'ai pas encore assez lu de ce dernier pour en parler aujourd'hui. Avant cela, j'aimerais prendre quelques minutes pour revenir sur la première partie qui s'est consacrée au shonen, histoire de se remettre dans le bas. J'avais parlé de quelques œuvres plus ou moins bonnes, mais qui, dans leur genre, ont marqué leur génération. Je pense à Samurai Deeper Kyo, même si pour ma part, je n'ai jamais compris pourquoi. Je me dis que l'accessibilité des mangas Kana en supermarché a dû aider à l'époque, voire son animé. Puis le public avait finalement très peu d'œuvres qui traitaient du thème du manga de samouraï, ou pour être plus précis, du ronin. C'est ainsi que l'on prénomme le samouraï sans maître qui vagabonde en quête de mission à l'image d'un mercenaire. Plus récemment, il y a eu Gamaran qui dans son style se lisait très bien et qui s'est lui aussi démarqué alors que le paysage du shonen de samouraï restait orphelin d'une masterclass. Encore plus récemment, une suite, Gamaran le tournoi ultime, est sortie chez Kana et elle est toujours en cours. Mais historiquement, c'est-à-dire dans le sens de l'histoire, c'est bien Kenshin le Vagabond qui aura marqué son temps. Nous découvrions pour la première fois une série emblématique du Jump traitant d'un Ronin qui cherche la rédemption entre deux ères historiques du Japon où celle-ci s'ouvre à l'étranger et où le samouraï est mal vu et le port du katana prohibé, voire interdit. Seulement notre jeune héros, pas aussi jeune qu'il en a l'air car on apprendra vite qu'il a un certain background, aura la particularité de porter un sabre avec une lame inversée. Pour ne plus faire couler le sang, il a décidé de ne plus tuer en émoussant le tranchant de son sabre. Kenshi donne l'impression d'être une personne inoffensive, seulement son maniement du katana dira tout le contraire et les rumeurs sur son compte révélera également qu'il est Batosai, l'assassin. C'est vraiment une œuvre importante dans l'histoire du shonen, du genre Ronin, mais à mon goût, c'est aussi une œuvre qui a finalement mal vieilli, et je ne parle pas forcément graphiquement. Si aujourd'hui nous devions le comparer à une œuvre à succès, ce serait My Hero Academia, car l'on retrouve l'influence importante qui est extraite des comics américains de super-héros. Je dis qu'il a mal vieilli car en tant que lecteur, j'ai moi aussi vieilli et ce titre souffre de la comparaison aujourd'hui avec des seinen qui font partie d'œuvres reconnues comme la crème de la crème. Néanmoins, je ne peux pas lui retirer de nombreux éléments qui ont popularisé des ingrédients du succès que l'on retrouvera dans d'autres shonen à l'avenir. Déjà, le héros a deux visages, mi-ange, mi-démon, des personnages secondaires assez charismatiques entre le taciturne ninja et l'ancien capitaine du Shinsengumi, ainsi qu'un antagoniste incarné, assez mémorable, par Shishio qui n'est autre que la représentation extrême de l'assassin qu'était Kenshin dans sa jeunesse. Dans l'ensemble, certains persos étaient bien badass, et le sont toujours. Pour nous, jeunes lecteurs, c'était la première fois que nous apprenions l'existence du Shinengumi, cette milice qui prenait les armes pour assurer la sécurité pendant les événements du Bakumatsu, qui marqua la fin du shogunat Tokugawa. Une entre-deux ères qui nous sera dorénavant familière à travers d'autres œuvres traitant des samouraïs et des ronins. C'est aussi pour ma part la première fois que je voyais une figure du maître aussi charismatique, en ayant tout appris à Kenshin durant son plus jeune âge, jusqu'à ce que celui-ci se laisse imbringuer par le courant de l'histoire. Si je peux vous donner un conseil, n'hésitez pas à regarder les OAV en deux parties traitant des origines de Batosai l'assassin jusqu'à découvrir ce qui le poussera à partir en quête d'une rédemption. C'est certainement la meilleure partie de l'œuvre pour moi et la seule que je garderai aujourd'hui. Car hormis le temps, il y a d'autres facteurs qui font que Kenshin le Vagabond se fait oublier peu à peu, et ce malgré une excellente édition perfecte proposée par Glénat, qui nous offre d'ailleurs l'une des plus belles fresques vues à ce jour dans le paysage français. La première cause étant que le mangaka n'a jamais réussi à se renouveler, toutes les séries qu'il publie par la suite, à mon goût, sont bancales, voire ringardes. Il devient malgré sa productivité le mangaka d'une seule œuvre reconnue dans le monde. Après, il me semble qu'il dessine la suite de Kenshin, mais n'ayant rien lu dessus, je ne peux vous dire si c'était une bonne idée ou pas. Et puis il y a un autre élément qui porte préjudice à son œuvre, ce sont bien évidemment ces histoires de contenu pédophile retrouvées chez lui. Vous voyez le genre, et dans mon cas, aujourd'hui, il m'est impossible d'investir de nouveau de l'argent pour son œuvre, même si parfois je suis tenté de me procurer en occasion cette perfecte édition. Enfin voilà, malgré tout, Kenshin restera la référence Jump du manga de samouraï. Dans un autre genre,
plus fantastique, aujourd'hui on pourrait penser à Demon Slayer comme nouvelle référence du genre. Puis dans le genre hybride, aujourd'hui il y a Shirulan, qui est la dernière licence de samouraï éditée chez nous par Mangetsu. Je dis hybride car il y a tout du shonen aux actions de Furio, mais que je vois bien avoir été prépublié dans un magazine seinen. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est dans le magazine que Tetsuo Hara et Tsukasa Ojo ont fondé pour produire et publier leur propre série. Je n'en suis qu'au 3e tome, donc difficile à dire aujourd'hui si c'est plus ou moins au même niveau qu'un Gamaran. Hiroaki Samura. Hiroaki Samura. Mais aujourd'hui, c'est bien sûr des mangas de la catégorie seinen sur lesquels je vais m'attarder, et l'habitant de l'infini a la primauté sur les autres car c'est bien cette œuvre qui m'a ouvert à tout autre genre du manga de samouraï. Ce que je peux vous dire de suite, c'est que si vous faites partie de ces personnes qui ont vu ou essayé de voir l'animé, vous ne connaissez pas l'œuvre. Ce n'est pas juste l'histoire du Ronin du nom de Menji qui est devenu immortel après qu'on lui ait fait ingérer un ver, ni uniquement la quête d'un personnage qui cherche la rédemption après avoir tué 100 innocents, qui veut s'amender de ses fautes passées en tuant 1000 scélérats. Ce n'est pas juste un expert au combat surarmé qui va faire la rencontre d'une jeune fille en quête de vengeance et dont il va décider de devenir son garde du corps. L'habitant de l'infini, c'est d'abord un manga dessiné par le mangaka Hiroaki Samura. Pour beaucoup, ça ne dira pas grand-chose, ou alors vite fait. Et pour d'autres, il est véritablement une référence parmi les mangaka. On peut le dire, un GOAT. Au même titre que Tsutomu Takahashi, par exemple. En vrai, c'est le premier nom qui me vient, il y en a d'autres. Je vous fais une généralité, ne vous offusquez pas, mais oubliez le style shonen. Un peu plat, qui utilise des trames à tout va pour donner du dynamisme ou juste un peu de relief au dessin, et ce souvent à la va-vite. Le trait noir sur fond blanc, ce manque de grain encore plus vrai à l'ère du numérique, ce qui peut parfois paraître un peu aseptisé. Pour rappel, c'est autour de 1993 que L'Habitant de l'Infini est publié au Japon et seulement 2 ans après qu'il est publié dans une première édition chez Casterman. Une édition plus sobre et sans jaquette colorée comme aujourd'hui. Durant cette année 1995, pour vous donner une idée, on découvre Gon, L'Homme qui marche, Gun, Crank Freeman, Video Girl, Dr. Slump. Le manga Dragon Ball fait la transition avec l'arc Piccolo et celui des Saiyans. Certains diront juste DBZ. Il y a également Apple Seed, Cyber Weapon Z, RJ Veda, Vampire Miyu, AD Police, Angel, le hentai controversé de Eugene, AZT Dance, Sailor Moon, Ranma 1,5. Enfin voilà, je vous ai cité tous ces titres afin que vous voyez un petit peu le paysage français à l'heure de la sortie de L'Habitant de l'Infini. Pour rappel, Kenshin le Vagabond, qui est la référence Jump du manga de samouraï, est sorti en 1998. Mais pour beaucoup, c'est le crayonné d'Hiroaki Samura qui interpelle. Le dessin est brut, à se demander si le mangaka sait à quoi sert une gomme, nous offrant de superbes doubles pages, comme nous ne sommes pas encore habitués à en avoir. La violence et l'érotisme qui transpirent de cette œuvre pourraient facilement donner raison aux détracteurs du manga de l'époque, ce qu'il a fait d'ailleurs avec sa croix gammée inversée. Je précise quand même, pour ceux qui se posaient également la question, qu'il s'agit d'un manji bouddhiste, qui symbolise la sagesse et l'énergie, ou encore l'amour et la compassion. Cela dépend selon le sens de rotation. Voilà, c'était la minute Wikipédia. Hors contexte, ce n'est pas une œuvre tout public, mais c'est une série que j'ai retrouvée chez des gens qui collectionnaient cette œuvre sans être des amateurs de manga. Au même titre que d'autres gens, et là je pense à ma sœur, qui collectionne du Enki Bilal depuis de nombreuses années maintenant, sans être une mordue de la bande dessinée en général. On parle de manga de samouraï, mais c'est bien plus que ça, on parle d'une époque où le samouraï est voué à disparaître, ainsi que son bushido. Et c'est frappant comme cela est représenté par l'armurerie des personnages qui sont finalement très peu à utiliser un katana. D'ailleurs, certains personnages sont plus proches de l'image que nous avons des ninjas. Il y a plus d'honneur, tous les coups sont permis car finalement, il n'y a qu'une règle, ne pas mourir. Et ça tombe bien, car dans ce décor, nous suivons d'abord un héros immortel, surarmé, mais qui prendra cher. Autant il donnera tout dans ses combats de vie et de mort, autant il se retrouvera souvent amputé de ses membres avant qu'il ne se régénère. Alors oui, c'est un peu de la triche, et c'est un avantage peu négligeable lors des affrontements à armes blanches. Mais à la lecture de ce manga, la première chose qui m'avait frappé, après l'aspect graphique, c'était la douleur que devait ressentir le héros de se faire taillader en pièces à chaque combat. Une torture sans fin.
L'inspiration du héros Fire Punch me paraît tellement évidente aujourd'hui, celui du héros immortel qui souffre perpétuellement. Et lorsque Menji, parce que c'est le nom du héros, ne sera pas sur le devant de la scène et qu'il sera relégué au second plan, ce sera pour mettre en lumière une galerie de personnages secondaires tous plus mémorables les uns que les autres. Certes, le manga prend un autre ton, tout s'accélère, les combats s'intensifient, les personnages n'ont plus le temps de faire la pause, de faire les beaux, et ils passent tous à l'action, quitte à vivre ou mourir pour leurs convictions. Voilà un manga badass, digne de ce nom. Hiroaki Samura est un mangaka qui est reconnu pour ne pas être tendre avec ses personnages féminins, mais qui sait aussi leur donner une force de caractère et une grâce sans pareil. Takehiko Inoue. Tous les lecteurs de la première heure de Slam Dunk ont pu constater du level up en matière de dessin et d'intensité que le mangaka procure tome après tome pour atteindre un niveau d'excellence. Cela s'observe à travers les mouvements du corps, fluides malgré la carrure des bonhommes, un réalisme qui transpire à grosses gouttes, et on en a vu des mangakas évoluer, et pas qu'un peu à travers leurs séries. Je pense à Tetsuo Hara pour Hokuto no Ken, à Masanori Morita pour Akai Blues, à Tetsuya Haruatari pour Tough, mais c'est bien à Tsukasa Ojo que je pense en premier. Il suffit de prendre le premier tome de City Hunter et les derniers pour constater que c'est assez bluffant. Et plus récemment, un tel level up au cours d'une série revient, la prime revient à Takeshi Obata avec Hikaru no Go, c'en est fulgurant. Mais rien ne m'avait préparé à la sortie du premier tome de Vagabond, donc de Takehiko Inoue, et à une telle frappe graphique. Les fonds blancs n'existent plus de mémoire, chaque case est chargée d'un décor, souvent d'un paysage. On découvre au fil des tomes un nouvel artiste qui ne travaille plus qu'au pinceau et à l'encre de Chine. Le réalisme est encore plus prononcé et je vous assure qu'à ma première lecture, j'en ai eu pour mon argent. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que son style a continué d'évoluer sans cesse. Son trait, cette calligraphie qui émerge des cheveux de ses protagonistes et ses visages qui prennent en maturité au fil des tomes. Tout le monde est au courant que c'est une adaptation libre du roman La Pierre et le Sabre ainsi que de La Parfaite Lumière d'Eiji Yoshikawa, dont le héros est Miyamoto Musashi. Et il est intéressant de constater ces libertés prises par le mangaka. Je vous dirais bien d'en profiter avant la sortie du tome 38, qui en toute honnêteté arrivera bien tôt ou tard. Après tout, Inoue Sensei a repris les crayons pour nous dessiner un excellent tome 15 de Riol. Il revient sur son premier succès à travers un film d'animation qui risque d'être mémorable puisqu'il va participer à la réalisation du film Slam Dunk. On parle tout de même du gars mécontent de la version animée de Slam Dunk qui, même si aujourd'hui a mal vieilli, envoyait déjà du lourd. À la même époque, regardez ce que proposaient déjà Dragon Ball et Yu Yu Hakusho, c'était équivalent, voire moins bon. Puis, lorsqu'on me parle de mangaka qui sont passés à la réalisation, excusez-moi du peu, mais je pense d'abord à Katsuhiro Otomo, donc le père d'Akira, et à Satoshi Kon avec Perfect Blue, pour n'en citer qu'un. Revenons à Takehiko Inoue. À la lecture du dernier tome de Riol, manga qu'il a dessiné en parallèle de Vagabond, pour rappel, j'ai senti qu'il y avait un truc, une convergence, et Takehiko Inoue n'est pas quelqu'un qui fait semblant ou qui fait les choses à moitié. Il donne tout jusqu'à s'en rendre malade. Je vous conseille d'aller checker une de ses vidéos sur YouTube où nous le voyons dans ce process de création. Il n'était pas prêt pour écrire et donc dessiner la suite de Vagabond. Cela se joue à un regard, une mimique, une esquisse de sourire, un battement de paupières. Voilà, il s'arrête vraiment sur tous les détails. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le roman est scindé en 2 tomes, et ce n'est pas pour rien. Et tous ceux qui ont lu, ou qui sont à jour avec l'apparition du manga, savent qu'il y a 2 Miyamoto Musashi. Un jeune homme qui cherche à marquer l'histoire en devenant le plus grand bretteur du Japon, et un homme qui sera à la recherche de la plénitude en suivant, ou non, la voie du sabre. Ne comptez pas sur moi pour vous en dire plus, mais le process est incroyable, à l'instar, pour ceux à qui ça parle, d'un Vinland Saga. Sauf que dans le récit, que ce soit du roman d'Eiji Yoshikawa ou du manga de Takehiko Inoue, notre Ronin a un rival, autre que lui-même. Un autre personnage historique que l'on retrouvera traité de manière totalement différente dans chacun des médiums. Là où Kojiro est affublé d'une épée géante et que tout le pousse à se confronter aux fourbes de Musashi, dans le manga, il est sourd-muet. Et d'un niveau qui semble bien supérieur à notre héros,
mais qui est plus frivole, moins manipulable et qui ne communique essentiellement que par le maniement du sabre. Kojiro aurait pu donner l'impression d'être handicapé, et donc moins fort. Alors que Miyamoto Musashi, à la suite d'une grave blessure à la jambe qui le handicape, va se rendre compte que la force réside pas uniquement dans une approche qui est celle du maniement du sabre en lui-même. Ce sont deux personnages que nous suivons en parallèle et qui se croisent, mais que le destin poussera forcément à s'affronter. Je n'ose même pas imaginer comment Takehiko Inoue va mettre ça en place, mais le tome 15 de Riol m'a empli d'espoir et en vrai, je n'ai jamais douté de l'artiste. J'ai même l'espoir de le découvrir bientôt à travers une nouvelle série, en tout cas j'aime parfois l'imaginer, dans un ou tel autre genre. Tsutomu Takahashi, une atmosphère noire, des traits noirs, des personnages noirs dont les héros portent le costume du anti-héros en puissance. On retrouve souvent une personnalité torturée, à la moralité douteuse. Je n'ai pas encore tout lu du mangaka et à l'image du public, lorsque Sido et Bakuan Reto sont sortis en France pour la première fois, je me suis laissé déborder par mes séries en cours et je n'étais pas allé plus loin que les premiers tomes dans chacune de ces œuvres. J'ai envie de dire, quelle erreur! Mais je n'étais pas le seul à le faire puisque la série était stoppée au tome 14. Et pourtant, Alive et Blue Haven sont deux titres que je n'ai jamais souhaité me débarrasser, même après épuration. Récemment, j'ai découvert d'autres de ces œuvres, dont Détonation en 2 tomes chez Pika Graphics. J'ai lu Black Box, son manga sur la boxe, hélas pas encore disponible chez nous, mais qui mériterait une publication chez Pika Graphics, ce qui ferait une excellente transition avec les mangas de boxe que sont Blue Corner de Jiro Taniguchi, mais surtout Zero de Taiyo Matsumoto. Puis, je me suis fait plaisir, toujours chez Pika, avec Nun, hélas la série est en pause à son tome 6, et je me suis remis à lire lentement, voire trop lentement, Bakuan Reto. Puis j'ai surtout eu l'occasion de redécouvrir Sido, avec la réédition proposée par Panini, et quel plaisir de retrouver le style de Tsutomu Takahashi qui convient parfaitement au genre du Ronin, où nos deux jeunes anti-héros traversent cette période du Japon qui est frappée par des maladies importées par les étrangers et qui, de par leur présence, remettent en cause le style de vie nippon. C'est une ère où la politique joue un grand rôle et le samouraï n'est plus d'une bien grande utilité. C'est cru, c'est noir, c'est sublimé par les personnages du mangaka entre des assassins, des gourous, des révolutionnaires, des ninjas, des soldats étrangers, de la camaraderie. Et il m'en reste encore beaucoup à découvrir, mais j'adore le traitement sur la dualité, les paradoxes qu'incarnent entre autres les deux frères. Actuellement, je ne suis même pas au tiers de cette œuvre, donc je ne peux pas m'attarder plus que de raison dessus. Mais celle-ci se démarque. Elle se démarque des autres séries de samouraï ou de ronin par son style si fidèle à la patte démoniaque de son auteur. Yamaguchi Takayuki. Encore une œuvre dont je suis passé, mais alors totalement à côté, lors de sa première édition chez Panini, à l'image d'un Eden. Avec qui aujourd'hui ces deux lectures, avec Shigorui, sont comme mes favorites en cours. Je me souviens de ces couvertures un peu brouillonnes, avec ces dessins imprégnés de personnages un peu chelous, qui ne me donnaient tout simplement pas envie, ne serait-ce que de jeter un coup d'œil, car ça avait l'air d'une belle bouse. Voilà. Ah là là, les préjugés quand ils nous tiennent. On m'aurait parlé de nanar, mais j'aurais dit oui, direct, clairement ça se voit trop, que ça ne vole pas haut. Et la question se pose, si je l'avais lu à l'époque, est-ce que j'aurais eu le même ressenti d'être tombé sur une pépite? C'est à l'image d'un film que l'on considère de série B, de nanar, et qui peut étrangement, avec le temps, devenir un film culte. Non mais sérieux, le style graphique, où la musculature des corps est saillante, les traits exagérés parfois pour nous rappeler ce que propose Baki dans l'extrême, sauf que Shigorui nous livre un thème qui est plus rare dans le seinen, qui est celui du Bushido. Dans le Gekika, ok, avec les œuvres d'Hiroshi Hirata, mais dans les seinen, c'est plus original. La narration peut en troubler certains, mais personnellement, à peu de choses près, je la trouve géniale. Elle débute alors qu'un frère du shogun, avide de sang, organise un tournoi avec les meilleurs combattants, mais avec la spécificité que c'est avec des vraies armes. Le premier combat est donc un duel à mort entre un manchot et un aveugle qui pourraient porter à confusion sur leurs talents si leur posture respective n'en imposait pas autant. C'est ainsi que nous partons
de flashback en flashback pour nous conter la genèse de leur haine commune, de leur rivalité au sein du même donjon, et je n'en dirai pas plus pour ne pas en dire trop. Mais on peut deviner qu'on découvrira pourquoi l'un est aveugle et pourquoi l'autre est manchot, jusqu'à ce que le récit revienne au moment présent à ce duel qui se déroule durant ce tournoi. Les techniques utilisées peuvent parfois paraître exagérées, les coups mortels dans la démesure, et tout cela dans un excès de gore. Pourtant, les combats sont ultra intéressants, les blessures laissent de véritables séquelles, et tout cela avec une beauté organique qui frise à la poésie macabre. Un corps n'a jamais autant révélé de choses lorsqu'il fut fendu. Je n'ai jamais vu autant d'organes ou de tripes se déverser au sol, et ce dès les premières pages. C'est le style du mangaka de donner du cachet aux exécutions. Je me réfère à l'une de ses autres séries éditées en France par Meian, Les 7 Ninjas des Fous, où le délire est impressionnant. Les morts sont graphiquement époustouflantes, le récit si désarçonnant qu'on a vraiment l'impression, à travers le premier tome, d'être tombé sur une vraie bouse. Mais non, 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 loin de là. De mon côté, je veux crier au génie. Au génie. Shigeru a aussi ce côté sans limite qui pourrait partir dans tous les sens, mais il est bridé, ou plutôt il est canalisé par le scénariste. Car le récit de ce manga est aussi une adaptation d'un roman, Le Tournoi du Château Sugura. Hélas, inédit en France, je crois, en tout cas je ne l'ai pas trouvé. Évidemment, l'édition de Meian donne 100 fois plus envie de découvrir cette œuvre au vu du travail fourni pour restaurer ses couvertures de qualité, voire parfois inédites. Mais dans tous les cas, une édition de toute beauté et d'une qualité-prix assez exceptionnelle sur le marché du manga en France. Bref, c'est une pépite que je ne saurais que trop vous conseiller. Actuellement, je ne suis qu'au tome 5, enfin je suis à jour, et donc à la moitié du récit qui comptera 10 tomes en tout dans cette édition. Et une mention spéciale pour le personnage de Kogan, le maître dégénéré dont seule la folie égalera son art du sabre. Il arrivera quand même, étrange paradoxe, de craindre encore plus ces instants de lucidité qui nous révélera un visage de véritable démon. Voilà, je trouve cette série incroyable, sachant mêler le Bushido et les combats extrêmes. Taiyo Matsumoto. Il y a des mangaka qui ont cette touche si particulière, cette approche du dessin en perpétuelle évolution. Le cas de Le Samouraï Bambou est un excellent exemple quant au talent de dessinateur de Taiyo Matsumoto. Cette fois-ci, le mangaka se repose sur un scénario. Il est uniquement le dessinateur, ce qui lui donne peut-être plus de loisirs à faire ses dessins, qui prend des formes que nous n'avions jamais vues dans ses précédentes œuvres. Il serait toujours intéressant de savoir, lorsque le travail est partagé entre un scénariste et un dessinateur, qui fait quoi. Car même dans la conception du récit, on retrouve des éléments récurrents aux œuvres de Taiyo Matsumoto, ne serait-ce que le rapport à l'enfant. Le manga nous balade dans le quotidien d'un samouraï que l'on pourrait considérer de non-violent et qui refuse de dégainer son sabre afin de trouver la paix. Ces moments de tranche de vie peuvent en décontenancer plus d'un pour le style graphique plus proche de l'estampe que du manga, et pourtant ces moments de tranche de vie apportent beaucoup à la construction du héros muni juste d'un sabre en bambou, qu'on aime un peu dénigrer dans les premiers tomes, mais qui, vous le devinez, se révélera bien plus complexe qu'il n'y paraît, voire bien plus dangereux. Le style graphique de l'œuvre va totalement passer d'un extrême à l'autre, nous laissant entrevoir des planches d'une superbe noirceur, qui imprègnent la page comme elles imprègnent la rétine. Bien sûr que le style de dessin du mangaka peut en rebuter certains de commencer à découvrir ses œuvres. Il est parfois facile de dire que ce sont des dessins dignes d'un enfant de 5 ans. Mais dans ce cas-là, la personne est vraiment en train de passer à côté de tout ce que propose l'artiste. Il faut vous dire que c'est un choix délibéré, un parti pris que si tu demandes à Taiyo Matsumoto de te faire une planche de One Piece, il te fera un Luffy de dingue. Et puis le trait n'est pas tout, cet homme use du découpage et de la perspective avec une originalité folle tout en maîtrisant un rythme et une tension lorsqu'il y a lieu d'être. Le Samouraï Bambou prend de nouveau à contre-pied les lecteurs de la première heure du mangaka, mais en même temps il concrétise ce que nous savions déjà d'un artiste, sachant se renouveler à chaque fois pour nous apporter une expérience de lecture souvent inoubliable. Le Samouraï Bambou ne faisant pas exception, Taiyo Matsumoto est un mangaka qui sait soigner ses fins de série. Voilà, je pense en avoir fini quant au mangaka de samouraï catalogué
seinen qui auront marqué le genre. Bien évidemment, je ne vous parle que de ce que je connais, il y aurait encore plein de choses à dire, et peut-être que j'ai ignoré d'autres œuvres que je ne connais pas. Mais avant de vous laisser vaquer à vos occupations, je donnerai une mention spéciale au manga de samouraï dit Gekika, qu'incarne superbement bien Lone Wolf and Cub ainsi que les œuvres d'Hiroshi Hirata, que je n'ai véritablement découvert que récemment. La bonne nouvelle, c'est que Lone Wolf and Cub va profiter d'une incroyable réédition proposée par Panini. Et étant un grand fan des films adaptant fidèlement le manga, et ayant eu en ma possession la première édition, qui contrairement à beaucoup, je ne trouvais pas fantastique ses couvertures illustrées par d'autres et un style tout autre de l'œuvre originale. Beaucoup citeront les grands noms responsables de ces illustrations. Pour ma part, j'attends avec impatience les nouvelles en préparation, mais encore plus de pouvoir profiter de cette œuvre culte en grand format. Le road trip d'un Ronin qui trimballe son fils dans un landau surarmé fait un peu western spaghetti d'un samouraï déchu en quête de vengeance et qui offre ses services tout au long de son périple tout en évitant les assassins que le clan Yagyu leur envoie. C'est une pépite. Et du peu que j'ai lu d'Hiroshi Hirata, c'est-à-dire la moitié de Satsuma, les 3 tomes sur 6, et en ayant en ma possession l'argent du déshonneur que j'ai toujours pas lu, j'ai pu constater à quel point le Bushido a une place importante dans ces récits. L'honneur du samouraï et dans toutes ses extrémités sont la source des œuvres du mangaka, où s'ouvrir le ventre en se faisant seppuku semble être une formalité, voire une familiarité. Le prix de la vie est tellement aléatoire, voire dérisoire. Le rapport de la noblesse et du paysanat nous rappelle fort bien notre période médiévale avec ses chevaliers et ses nobles. Il y a tout un pan de la culture patriarcale et misogyne du Japon qui est dépeint à travers cette période où le samouraï était au cœur de tout. Aujourd'hui, plus aucune de ces œuvres n'est disponible dans le commerce, mais j'ai ouï dire qu'une maison d'édition allait rééditer cet auteur, et pour cela, je leur en serais reconnaissant, surtout s'ils sont capables de nous proposer de bien beaux grands formats cartonnés, car je vous avoue ne pas avoir le courage de courir à la recherche des titres déjà parus chez nous à des prix logiquement plus élevés, hélas aussi, qu'au prix éditeur. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle aurait eu pour but de finaliser le dernier live que j'avais fait sur ce même thème, qui est le samouraï, mais qui avait été, hélas, interrompu à cause de problèmes techniques. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!